Bonjour à tous, en ce dimanche matin, j'avais envie de vous lire un article de blog d'une nana qui s'appelle Alice Cara, que j'ai beaucoup suivi pendant un temps, et voilà, qui a pas mal de maladies chroniques, qui a traversé beaucoup d'épreuves et qui a toujours eu à cœur en fait de continuer à trouver les moyens, à se donner les moyens de se faire une vie digne de ce nom et d'accompagner les gens de manière digne de ce nom, à sa propre manière, très singulière. Et voilà, et j'aime bien dans le sens où elle a la patate, quoi. Malgré toutes ses douleurs et malgré tout, elle a la patate, et d'un côté, elle fait pas semblant. Donc voilà, c'est quand même un bon deal, parce que quand on fait semblant d'avoir la patate et qu'on ne parle pas de ce qui va pas parallèlement, qu'on fait semblant, en fait, ça peut pas coller. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je définirais le truc, et là en fait elle a fait un article de blog que je trouve vraiment, mais vraiment très puissant par rapport au syndrome de se sentir pas assez. Voilà, elle complète, elle explique en fait les choses et elle développe 4 comportements à la con, comme elle dit, qui accompagnent le sentiment de ne pas être assez. Et j'avais vraiment envie de vous lire l'article parce que franchement, il envoie. Et c'est vraiment bien la patte de Alice Cara, vous allez voir, on s'ennuie pas quand on la dit. C'est très tourné en dérision avec des mots assez marrants. Allez, on est parti. Ah là là, le fameux sentiment de ne pas être assez. Quelle belle merde, n'est-ce pas, capitaine? C'est ancré en nous depuis l'enfance. Certains chercheurs disent même que ça se joue avant l'âge de 2 mois. Waouh! Pour s'en décroter, faut s'accrocher à son string. Ça nous fait souffrir à l'intérieur et ça finit toujours par se voir à l'extérieur. Il y a des signes qui ne trompent personne, et encore moins les éléphants. Ouh, je suis en forme aujourd'hui. Pour vous aider à vous en sortir, j'ai passé 2 jours à écrire cet article. Au départ, il devait être court, mais hey, moi aussi je suis encore sujette parfois au sentiment de ne pas en faire assez. Et du coup, c'est devenu un des articles les plus étoffés que vous pourrez trouver sur le web à ce sujet. Or, c'est peut-être un peu long à lire, mais sachez que ça vaut vraiment le coup et que ça peut vous aider. Bonne lecture à vous. Voici 4 comportements à la con qui accompagnent le sentiment de ne pas être assez. 1. Se mettre la pression de devoir prouver quelque chose. Qui dit pas assez dit il y a mieux. Si on a l'impression que ce que l'on fait de bien n'est jamais assez, alors on va entamer une quête incessante qui consiste à toujours chercher à mieux faire. Comme le disait le philosophe dont plus personne ne se souvient, le mieux est l'ennemi du bien. C'est attribué à Montesquieu, à tort. Dans mon livre M'en fous, m'en tape, l'éloge de l'imparfaititude, je vous raconte l'histoire d'un artiste peintre bouffé par son perfectionnisme qui a créé une croûte immonde à force de recouvrir son œuvre pour l'améliorer. À coups généreux de pinceaux bombés de peinture à l'huile, il a recouvert maintes et maintes fois son tableau sur la quasi-totalité de la surface, sauf une toute petite partie, l'un des pieds de son personnage qui, lui, était parfait. Loin de moi l'idée de spoiler, l'histoire étant bien mieux racontée dans mon bouquin, mais le tableau a fini dans un recoin de son atelier, dans une caisse, sous un autre tas de tableaux. De là à prétendre que l'expression « en faire des caisses » vient de là, il n'y a qu'un pas. Le sentiment de ne pas être à la hauteur détruit des vies. Un de mes potes américains commence sa conférence avec une phrase choc. L'endroit sur Terre où on trouve le plus de talent, c'est le cimetière. Il n'a pas tout à fait tort. Il n'existe pas de chiffres, mais les talents bouffés par le sentiment de ne pas être assez finissent, bien souvent, par ne jamais éclore. Il y a une différence notoire entre vouloir chercher à s'améliorer, se prouver à soi-même qu'on peut évoluer, extirper de nous une forme de progression, challenger l'artiste en nous, qui sait qu'il peut atteindre l'excellence, et le besoin dangereux de chercher l'approbation et l'admiration dans les yeux du reste du monde. Reste du monde qui, bien souvent, n'en a pas grand-chose à foutre. Ou en tout cas, a autre chose à foutre que de passer son temps à nous encourager jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus besoin. Les coachs peuvent avoir cette fonction, encourager, ça fait partie intégrante du job. Donc il m'arrive de le faire en séance quand ça vaut le coup, en parallèle d'un travail de fond, pour que mes coachés trouvent le courage de continuer, mais je suis payée pour. Et heureusement,
Pas que pour ça. Lol. Si vous demandez ou exigez, car ça peut vite tourner à la tyrannie, ce genre de trouble, à vos amis de faire ça H24 pour vous, il y a de grandes chances qu'ils se lassent et vous envoient chier. Surtout qu'il y a des chances pour que, occupés à réclamer des encouragements, vous oubliez d'en prodiguer. Je dis ça, je dis rien. Comme on dit, charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Appliquez. Chercher à prouver continuellement qu'on a du talent, qu'on a de la valeur, c'est un puissant fond. Et oui, le talent est subjectif. Prenons l'exemple de Céline Dion. Elle est considérée comme une déesse au Québec. Elle a rempli les plus grandes salles du monde. Ses capacités vocales sont indéniables. Pourtant, des gens la détestent. Ils n'ont même pas besoin de raison, c'est juste comme ça. Elle les insupporte. Elle s'est fait relooker, chirurgiquer, changer sa façon de parler. S'est infligé une discipline que peu auraient pu tenir sur le long terme, et pourtant, elle a toujours des milliers de personnes qui ne l'aiment pas. Notre cerveau est con, il préfère donner plus d'importance à nos détracteurs, aux haters, qu'aux marques d'affection et d'admiration qui jalonnent notre chemin. Quand on a le sentiment de ne jamais être assez, ça prend des proportions qui dépassent l'entendement. C'est une source infinie de souffrance émotionnelle, alors même qu'on ne peut rien y changer. Rien de ce que nous ferons de mieux, de plus ou d'exponentiellement brillant ne pourra faire changer d'avis des gens qui n'ont aucunement envie de nous apprécier. Et heureusement, être aimé par tous est la meilleure façon de choper le bourrichon. Déjà que certains de nos dirigeants le chopent en étant détestés, imaginez les conséquences si une personne, peu importe qui, faisait l'unanimité. Sur ceux que j'appelle les bons captains, les gens qui ont bon cœur, et sont souvent les plus impactés par le sentiment de ne pas être assez, ça finit par « je ne mérite pas tout cet amour, ils se trompent, je suis une merde, ils vont s'en apercevoir. Je dois impérativement masquer mes erreurs et faire mieux, sinon je risque la mort. » Car c'est bel et bien la peur de la mort qui se cache derrière ces couches de « je dois faire mieux » pour éviter toute forme de critique ou d'agressivité. On se protège avec le perfectionnisme pour se prémunir des agressions. On se sent menacé avant même d'avoir créé quoi que ce soit. Mais que l'on crée ou que l'on ne crée rien du tout, qu'on ait réalisé des chefs-d'œuvre ou des croûtes immondes, on finit tous au même endroit, comme dirait mon pote Prince au cimetière. Oui, je sais pas qui c'est, bref. Peut-être que vous verrez la référence. Qu'on finisse adoubé par nos pères ou pas, c'est toujours le memento mori qui gagne. Memento mori égale tous les êtres doivent mourir. Peut-être que si j'en fais assez, je vais atteindre l'immortalité. Les gens ne m'oublieront plus si je marque les mémoires. Peut-être que si j'en fais plus, il y a des chances qu'ils vont m'aimer. Spoiler alerte, non. Pour ma part, c'est en atteignant les 2 millions de lecteurs sur mon ancien blog et en recevant des centaines de messages d'amour et d'encouragement chaque jour que j'ai compris que rien d'extérieur ne pouvait combler ce sentiment à part moi-même. Tous ces messages étaient touchants et m'ont fait du bien, mais ils n'ont pas corrigé le problème qui trouvait sa source bien plus profondément ancrée en moi dans l'enfance. Et ça m'a pris 10 ans de dépression, 10 ans de thérapie du coup, pour mettre le doigt dessus. S'il y a un truc en lequel je crois personnellement, c'est que peu importe les traces que nous laissons, je préfère mourir avec l'espoir d'avoir essayé qu'avec des regrets. Si ça peut vous rassurer et vous donner l'assurance que vous n'êtes pas tout à fait seul dans cette galère, sachez que moi-même, j'y travaille toujours. J'ai réussi à rendre ça un peu plus fun que d'ordinaire, car c'est un travail de longue haleine, et il n'existe pas de claquement de doigts miraculeux qui ferait disparaître ces émotions lourdes à porter. Mais claquer des doigts en écoutant du Céline Dion, ça aide. Et parfois, essayer de faire un peu mieux les choses, ça donne des chefs-d'œuvre et ça booste notre vie d'en faire d'autres. Je répète celle-ci, puisqu'elle est en gras dans le texte. Et parfois, essayer de faire un peu mieux les choses, ça donne des chefs-d'œuvre et ça booste notre vie d'en faire d'autres. L'être humain est paradoxal, sinon ce serait moins drôle de l'étudier. Donc, en premier,
on avait se mettre à la pression de devoir prouver quelque chose. Le deuxième comportement, à la con, c'est le shrinking syndrome. Shrinking signifie se rapetisser, comme une tortue qui rentre la tête dans sa carapace. Nous, les humains, bouffés par le sentiment de ne pas être assez bien pour être aimés, nous rentrons la nuque le plus profondément possible dans nos épaules, comme pour nous excuser d'exister. C'est une forme de self-sabotage. On sabote notre réussite par peur de cette réussite. Plus précisément, parce qu'on a peur de ce qu'il peut arriver en nous si on réussit. Les émotions inconfortables que nous imaginons allaient de pair avec la réussite. On se rapetisse pour éviter de ressentir l'émotion qui accompagne le sentiment de ne pas mériter quelque chose. Le sentiment de devoir jouer un rôle, de maintenir une façade, de faire comme si on méritait ce qui nous arrive, alors qu'à l'intérieur, on se sent comme une grosse merde qui a eu un coup de chance. On est persuadé d'avoir fraudé d'une certaine façon. Comme on a le sentiment de ne pas être assez, on s'imagine que ce coup de chance ne peut arriver qu'une seule fois et que, donc, la réussite ne durera jamais. On se persuade qu'à un moment ou à un autre, on va se faire démasquer. Et la honte qui peut accompagner ce démasquage peut nous sembler, par anticipation, insurmontable à porter. Selon Brené Brown, chercheur en psychologie sociale, la honte est souvent confondue avec l'humiliation. Je répète aussi parce que cette phrase est en gras dans le texte. Selon Brené Brown, chercheuse en psychologie sociale, chercheur ou chercheuse, je ne sais pas c'est quoi le bon mot, elle a mis chercheur, peu importe. Donc selon elle, la honte est souvent confondue avec l'humiliation. Ce sont deux concepts différents. L'humiliation, souvent publique, génère de la colère. On peut aussi se sentir tout petit, mais c'est une réaction défensive qui ne dure pas. Rapidement, on trouve appui sur les spectateurs qui peuvent témoigner de la non-justesse de ce qu'il s'est passé sur le moment où l'humiliation a eu lieu. Ils nous défendent ou nous apportent leur appui pour nous aider à réaliser que ce qu'il s'est passé n'était pas mérité. On a tous vécu des moments comme ça à l'école. La honte, elle, notamment pour les personnes qui souffrent de ne pas être assez, se vit en solitaire. On s'isole, on se met en retrait. Et donc, on ne reçoit pas le soutien nécessaire à traverser ce sentiment. Elle paralyse par anticipation, et si colère il y a, elle se retourne contre la victime qui devient aussi son propre bourreau. T'aurais dû mieux faire, tu mérites ce qu'il t'est arrivé. Pour qui tu te prends ? La confusion vient souvent du fait que, dans les deux situations, on se sent exposé émotionnellement. Et se sentir exposé émotionnellement rend vulnérable. En situation d'humiliation, il nous est donné la possibilité de verbaliser ce que l'on ressent, ce qui est moins évident en cas de honte ressentie. Vous trouverez des explications plus complètes dans d'autres articles sur ces sujets. N'hésitez pas à aller voir son blog, Alice Cara. Je vous mettrai les coordonnées dans le descriptif. Le sentiment de ne pas être assez est corrélé avec la croyance très ancrée que personne, jamais, ne va nous aimer vraiment pour qui on est. On en vient à croire qu'on est obligé d'être quelqu'un de différent, de changer tout ce que nous qualifions de pas assez et de masquer très profond de nombreux aspects de nous que l'on pense pas aimables, donc pas dignes d'être aimés. C'est souvent dû au fait que les personnes qui avaient la responsabilité de nous témoigner de l'amour lorsqu'on était enfant ne l'ont pas fait en temps voulu, pour de multiples raisons. J'ai parlé de ça dans un autre article. On se dit que même si les gens qui étaient supposés nous aimer sans condition ne nous ont pas aimés, alors il y a quelque chose qui cloche chez nous. Le réflexe de survie le plus fréquent consiste à changer tout ce que l'on est, jusqu'à, malheureusement, se perdre en chemin. Et ça demande des années de thérapie pour retrouver l'identité qu'on a enfouie trop longtemps. Voici le troisième comportement à la con, le cycle dit de Schadenfreude. Schadenfreude. S-C-H-A-D-E-N-F-R-E-U-D-E. C'est quand on se sent soulagé ou qu'on se réjouit lorsque quelqu'un rate quelque chose ou ne réussisse pas et que l'on se sent mieux avec soi. Ça nous rassure, nous donne une contenance. Si lui, elle,
Ils n'ont pas réussi, alors je n'ai pas à culpabiliser de n'avoir pas réussi. C'est le signe qu'à l'intérieur, on ne s'accepte pas et que notre estime personnelle est au plus bas. Ça nous arrive à tous, qu'on soit bien intentionné ou qu'on penche du côté obscur. Il n'y a pas plus humain que ça. Lorsque la faille en nous est trop lourde à porter, ce sentiment nous pousse à enfiler une armure anti-vulnérabilité que j'appelle le rabat-joie. Je répète, puisque de nouveau c'est mis en valeur dans le texte. Lorsque la faille en nous est trop lourde à porter, ce sentiment nous pousse à enfiler une armure anti-vulnérabilité que j'appelle le rabat-joie. On peut même en arriver jusqu'à torpiller les espoirs de nos proches qui ont des projets. On leur dit que c'est trop pour eux, qu'ils vont se planter. On essaye de les dissuader. On projette sur eux notre sentiment de ne pas être assez, alors même qu'on les aime, qu'on a envie de les voir heureux. Mais voir ce bonheur arriver à tout le monde sauf à nous, on sait à quel point ça fait mal et, par anticipation, on torpille, car nous avons peur de nous retrouver sur le bas-côté, coincés avec l'émotion de « ça arrive à tout le monde sauf à moi, car je ne mérite pas, je ne suis pas assez bien ». Ce cycle de Schadenfreude, c'est un peu un cycle sans fin. Lorsqu'on est au fond de soi une bonne personne, et ce, même si souvent on l'a oublié, on culpabilise d'avoir de telles pensées, et ça alimente la honte en nous, et le sentiment qu'on ne mérite pas de réussir. Car la réussite, dans l'inconscient collectif, la fameuse méritocratie, n'arrive qu'aux bonnes personnes. Mais fort heureusement, c'est, à l'heure où j'écris ces lignes, en train de changer. Oui, la honte est en train de changer de camp. On se rend compte que la réussite n'est pas liée à la bienveillance, mais au contraire, à des capacités que les psychopathes, notamment, ont plus de facilité, à développer. Cela fera l'objet d'un autre article. Plus la culpabilité est lourde à porter, plus on va modifier ce type de comportement. Si la culpabilité diminue au fur et à mesure de ce type de pensée, plus elles se tapent l'incruste et elles deviennent un automatisme. L'armure du rabat-joie devient l'armure anti-vulnérabilité de l'extrémiste. Je suis meilleur, les autres sont tous nazes. Exprimer ce que l'on ressent à la personne concernée permet d'enrayer le port de cette armure et de briser le cycle. Je répète, exprimer ce que l'on ressent à la personne concernée permet d'enrayer le port de cette armure et de briser le cycle. Ta réussite réveille en moi mes échecs. Je n'aime pas ressentir ça, je culpabilise au lieu de m'inspirer de tes actions pour réussir à mon tour. Trouver en soi le courage de demander de l'aide est une excellente façon de briser le cycle de Schadenfreude et permet de retrouver de l'élan. De faire en sorte qu'un souffle plus inspirant et motivant nous propulse le vent nécessaire à nos voiles pour voguer vers nos propres aventures de captains. Pour étoffer ta culture G sur ce cycle Schadenfreude, voici un article très sympa publié par National Geographic. Pareil, j'essaierai de penser à vous le mettre dans le descriptif. 4. Le besoin, son quatrième comportement, le besoin incessant d'approbation et de validation. Penser que l'on n'est pas assez signifie aussi que nous pensons ne pas être dignes, entre autres, de porter des responsabilités et donc de prendre des décisions. C'est très raccourci et il y a énormément de nuances à apporter, mais c'est une dérive fréquente qui accompagne le besoin de validation. Chercher à être validé signifie qu'à l'intérieur de nous, nous ne nous sentons pas valides. Pareil, je répète, chercher à être validé signifie qu'à l'intérieur de nous, nous ne nous sentons pas valides. Donc pas légitimes. On reste au stade du bambin qui apporte un collier de pâtes carbonara à la fin du semestre. Adulter est plus difficile. On cherche la reconnaissance, bien souvent sans la trouver, car il peut nous manquer la capacité de reconnaître certaines facettes de nous. On s'est auto-torpillé. Pour être bien avec soi, c'est mieux d'avoir toutes les facettes. Qu'on les aime ou non, c'est plus simple pour être objectif de se sentir entier, entière. Ces facettes, nous avons masquées, cachées, enfouies. Nous les avons masquées, cachées, enfouies, pensant qu'elles étaient un frein à appartenir au monde. Le hic, c'est qu'on a beau les avoir cachées, elles sont toujours là, criant et hurlant pour être reconnues et vues, exactement comme nous. Chercher la reconnaissance, la validation ou l'approbation, c'est vouloir être vu, vouloir exister.
Comme ces facettes qu'on a cachées ou les émotions qu'on a refoulées, on veut simplement être vu. Si j'osais, je ferais une référence à Star Trek et au peuple des Borgs qui veulent assimiler tout le monde pour ne faire qu'un. C'est ce dont nous rêvons tous, se sentir accueillis au sein d'un groupe, en harmonie. En conférence, je prends pour exemple la série Friends. Aucun des personnages ne se ressemble. Ils ont tous des tas de défauts et pourtant, ils forment un groupe uni. La famille idéale, dysfonctionnellement harmonieuse. Sauf qu'en masquant une part de qui nous sommes, ça ne peut pas arriver. Lorsqu'on joue un rôle, c'est le personnage qui reçoit la validation des autres, pas nous. Lorsqu'on joue un rôle, c'est le personnage qui reçoit la validation des autres, pas nous. Le bénéfice est de 0, parce que les compliments, les validations, etc. sont adressés à un ersatz de nous. Et ce personnage, en plus de prendre toute notre énergie pour exister, nous vole la vedette. Et, cerise sur le gâteau, on bascule en logique de merde. Si j'arrête de jouer ce rôle, les compliments et validations vont s'arrêter. Et ça, pour nos systèmes nerveux dérégulés, c'est parfois pire que la mort. J'utilise souvent cette punchline en coaching. Dans nos relations amoureuses, on est cocu avec nous-mêmes. On s'oblige à maintenir une image de façade, jusqu'à devenir une Mary Sue. CF l'article sur le concept des Mary Sue. Donc, c'est un concept de Alice Cara. Mais on peut comprendre ce que c'est, je pense. En tout point parfaite, voilà, c'est la parfaite. L'extérieur semble se maintenir, mais à l'intérieur, c'est une tour de Babel en train de s'effondrer. Les autres nous aiment, mais nous, dedans, on ne s'aime pas. On ne peut pas aimer quelque chose qu'à moitié. L'être humain n'est pas fait comme ça. Ces facettes cachées finissent par nous exploser en pleine gueule. Ça finit toujours par transparaître et se voir à l'extérieur. Ça dégueule de trop plein, c'est ingérable. J'ai essayé, lol. Et ces facettes, trop longtemps masquées, finissent par se voir. Comme on a besoin d'exister et d'en faire des caisses pour être reconnu et avoir le sentiment d'être apprécié, elles ont le même réflexe de survie. La part sombre de nous-mêmes, comme celle de l'humanité, existe, qu'on le veuille ou non, et peu importe les stratagèmes que nous trouverons pour la mettre de côté. On appelle ça souvent le shadow work. Essayer de réconcilier les parts de nous, indépendamment du fait qu'elles soient du côté lumineux ou du côté obscur. J'avoue ne pas être méga fan de la façon dont c'est souvent pratiqué, car certains utilisent ce shadow work comme justification de leur comportement de merde. Cependant, je sais de par mes recherches et mes expériences personnelles que les bons captains, dont il y a de grandes chances que vous fassiez partie, vu que vous êtes encore en train d'écouter cet article à rallonge, mettent de côté des facettes qui ne sont pas vraiment mauvaises. Majoritairement, on met de côté des facettes qu'on a estampillées too much ou pas assez, et elles sont plutôt neutres, contrairement à l'idée erronée que l'on s'en fait. C'est ce que nous en faisons, en finalité, qui peut pencher d'un côté ou de l'autre, et l'introspection fait qu'on choisit majoritairement la voie du milieu. Aka, celle de la sagesse, comme dirait un certain Bouddha. Ne pas se sentir entier revient à ne pas se sentir fini, abouti, comme un projet qu'on n'aurait pas le cœur de terminer. Ne pas se sentir entier revient à ne pas se sentir fini, abouti, comme un projet qu'on n'aurait pas le cœur de terminer. Et souvent, ça nous donne l'impression de ne pas être adulte. Le chantier semble trop complexe, trop de boulot pour en arriver là. Et la majorité des humains préfèrent attendre, sans rien changer, que ça se passe. Ce boulot demande d'aller explorer sa vulnérabilité, de l'accueillir, dans l'espoir de la transformer en courage. C'est exigeant comme process. Pour l'avoir fait, je peux témoigner d'en avoir chié, et ça implique de beaucoup pleurer. Ces parts de nous et les émotions qui les accompagnent ont été tellement négligées que de les voir refaire surface perturbe énormément. Oser se voir exister dans le miroir, comme de l'autre côté de ce miroir, ce n'est en rien confortable, mais c'est une excellente façon de se sentir en paix. On pense que les autres sont plus à même d'être adultes qu'on ne le sera jamais, ou en tout cas des êtres plus responsables, moins torturés, et qu'ils sont plus légitimes dans l'acte de commander. On se met en dessous et, par besoin de sécurité, on reste leur subordonné. On attend le feu vert, les ordres, les paroles rassurantes. Du coup, on laisse cette charge aux autres,
afin de ne pas en porter la responsabilité. Du coup, on laisse cette charge aux autres afin de ne pas en porter la responsabilité. On est trop peu sûr de soi, trop dans l'insécurité, et on va aller chercher l'aval ou la permission d'autres personnes pour se rassurer. Ça crée de la codépendance. On cherche à tout prix à être aimé par d'autres personnes. Or, les personnes qui donnent d'apparence un sentiment de confiance en eux ne sont pas forcément les plus à même de commander. Je prendrai pour exemple l'effet Dunning-Kruger. Les moins futés, qui ne se remettent que trop rarement en question, n'ont aucun problème avec l'idée de prendre les commandes. Et leur laisser le gouvernail par peur de faire des conneries, parce qu'on pense être moins doué qu'eux par manque de confiance, ça mène à des catastrophes. Il n'y a qu'à observer le monde en ce moment. De nombreux cons sont en commande. Pour prendre les commandes du monde, ils ont appuyé sur notre sentiment de ne pas être assez, et ils s'en sont donnés à cœur joie. Pour les leur reprendre, c'est costaud, mais ça se fait. Sauf que, et ce point-là, il m'a donné du fil à retordre dans ma vie perso, je vous l'avoue, quand on file les pleins pouvoirs à d'autres, par peur, on devient des proies faciles. On tombe sur des personnes qui ne savent pas combler ce vide en nous, parce qu'ils en sont incapables. Les personnes qui ont le sentiment de ne jamais être assez aimables sont des proies de choix pour les narcissiques, ou parce que le vide est trop grand à combler pour une seule personne, ou parce qu'il y a chez eux aussi, souvent, un trou béant en eux. Toute ma vie, j'ai essayé de refiler les commandes de ma propre vie à d'autres, par peur de faire des conneries. Même quand j'étais à la tête de la production de ma propre émission sur YouTube, j'ai tenté d'instaurer une forme de démocratie participative et, chaque fois, je m'excusais de trancher à la fin. J'ai attendu que mes chroniqueuses soient au bout du rouleau pour virer les éléments qui perturbaient le fonctionnement de l'émission. C'est moi qui les ai recrutées. Certaines parce que j'étais fan de leur travail, d'autres par forte recommandation des autres. Pour me rassurer, j'ai carrément cherché la permission auprès des autres chroniqueuses. J'ai attendu que les gens prennent conscience d'eux-mêmes du problème. J'ai attendu la validation de mes proches, du public, parce que j'ai fait ça à la va-vite et en mettant de côté de mes ressentis, au détriment de la qualité de l'émission. Même les stats en dégringolade ne m'ont pas, sur le coup, paru une validation suffisante. J'avais peur de passer pour la méchante, et je le suis devenue. Je serais aussi devenue la méchante si j'avais viré les filles avec qui ça n'allait pas tout de suite. Avec qui ça n'allait plus tout de suite. C'est le principe du pansement. Qu'on le retire d'un coup ou qu'on le fasse doucement, le résultat est le même. Mes parts sombres me sont remontées à la gueule, avec des pensées bien pourries. Je ne pouvais plus en saquer certaines et j'ai attendu que les autres viennent m'en faire part pour agir, avec l'argument de merde. Les autres ont aussi jugé que c'était pour le bien commun. C'était plus confortable de me dire que ça venait pas que de moi. Je reprends, j'ai du mal à lire. C'était plus confortable de me dire que ça venait pas que de moi. Vous voyez l'idée ? Ça a fini en eau de boudin. C'était catastrophique, au point où, depuis, je suis pétrifiée à l'idée de m'entourer. Mais je me soigne, lol. J'applique mes propres coachings avant de vous les refourguer, vous le savez. C'est ce que j'appelle l'effet Aragorn, le roi légitime du Gondor, dans Le Seigneur des Anneaux, qui passe la majorité de sa vie à se cacher sous la capuche du personnage énigmatique de Grandpa, car il se refuse à porter sa couronne. Lui aussi souffrait du sentiment de ne pas être assez à la hauteur. Pour ma part, porter la couronne de la Queen du M'en-fous-m'en-tape, c'est son slogan à Alice Cara, M'en-fous-m'en-tape. Elle a fait une super méditation d'ailleurs de M'en-fous-m'en-tape que vous pouvez trouver sur internet. Je ne sais pas si elle y est toujours, mais j'essaierai pareil de la trouver si je m'en rappelle et la mettre dans les commentaires. Alors je reprends la lecture. Pour ma part, porter la couronne de la Queen du M'en-fous-m'en-tape quand on n'arrive pas vraiment à s'en foutre sans taper de la validation des autres, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que j'ai décidé de changer ça et de devenir meilleure, au sens le plus noble du terme. Assez. Devenir assez. C'est un grand pas pour moi que d'avoir enlevé le pas de mon « à pas assez ». Désolée pour vos neurones. C'est un grand pas pour moi que d'avoir enlevé le pas de mon « pas assez ».
Si j'écris de nouveau, c'est parce que j'ai réussi, après presque 10 ans, à réconcilier ces parts de moi qui, les unes avec les autres, forment un ensemble harmonieux, bien que toujours parfaitement chelou et souvent dysfonctionnel. Lol. Je commence à apprécier la joie sereine d'être capable de piloter au volant de mon propre vaisseau. Pour le moment, je le pilote seul, mais je ne suis plus contre l'idée de trouver un équipage aussi cool que celui de Luffy. Et ça, c'est une sacrée avancée. Devenir le capitaine de sa propre life, le capitaine de son âme, c'est un privilège qui va se chercher. D'ailleurs, j'y retourne. Comme dirait Gandalf, tous ceux qui cherchent ne sont pas perdus. Qui même me suivent. À bientôt. Voilà, article terminé. Lecture de l'article terminé. Je crois que ça résume énormément de choses que j'avais envie de dire par rapport à la honte. Je travaille beaucoup en ce moment sur la honte, en écoutant des personnes, en lisant des articles, en allant regarder en moi où ça se loge, comment ça se loge, dans quelle partie de mon corps ça se loge, dans quelle sphère de ma vie ça se loge. Et toutes les formations que j'ai pu faire récemment, les formations étant empreintes de beaucoup de pratiques, et puis pratiquant moi-même grâce à mes relations, puisque j'ai beaucoup de relations dans lesquelles je peux me permettre d'être moi-même. Ça permet de pouvoir aller voir les blessures, ça permet de pouvoir se confronter au réel, ça permet de sentir l'humain en soi et l'humain en l'autre. Bref, à travers tout ça, j'ai vraiment pu capter ce que je ne voyais absolument pas du tout. Honnêtement, c'est vachement bien caché, toute la honte qui traîne en soi quand on a des traumas. Or, nous sommes beaucoup à avoir des traumas, parce qu'on pense que le trauma, c'est des grandes catastrophes vécues. Or, ce n'est pas ça du tout. Il y a plein de manières d'avoir emmagasiné des charges, d'avoir des choses non digérées en soi qui s'apparentent à des traumas. Le trauma, c'est un peu comme quand vous vous entendez vous dire « c'est trop pour moi ». Voilà, là, vous pouvez vous dire que vous êtes dans une charge traumatique. Qu'elle soit petite ou grande, elle est là. Donc, la considérer pour ce qu'elle est, c'est bien, sans la dramatiser aussi, parce que à partir du moment où on a compris ça, on peut aller travailler avec ces parts de soi et on peut libérer les charges progressivement. Voilà, et c'est plutôt cool comme travail parce que comme elle le disait dans l'article, ça permet de récupérer ce qu'on est en entier. Et quand on est aimé, on est aimé pour notre entier, même si ça nous fait traverser beaucoup d'émotions. C'est mieux que ce qui est aimé en nous, ce soit une façade. Parce que les façades, ça se casse la gueule facilement. Voilà. Puis c'est pas consistant, surtout. Allez, salut. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager, parce que ce texte est vraiment chouette. Voilà. Et puis à aller voir qui est Alice Cara. Parce que c'est vraiment une personne très chouette qui a énormément travaillé sur la vulnérabilité et qui a énormément œuvré. Voilà. Bye.